dans le système des médias occidentaux, il n'y a pas de place pour un vrai débat. Assange, c'est vraiment l'exemple qu'il n'y a pas de liberté d'expression réelle dans les médias occidentaux. Je pense que la presse indépendante sur Internet reste la seule façon d'accéder à la vérité. Là, la propagande de guerre, ça, c'est vieux. Ça fait 30 ans maintenant que j'analyse les stratégies de guerre des États-Unis et les stratégies de désinformation qui vont avec. Il n'y a pas de guerre sans médias mensonges, il n'y a pas de guerre sans préparation de l'opinion publique. J'ai vécu ça la toute première fois, la première guerre contre l'Irak en 90-91, puis il y a eu la guerre contre la Yougoslavie dans les années 90, puis on a eu le Venezuela, les coups d'État, c'est aussi une forme de guerre. Puis la Libye 2011, la Syrie, ça n'arrête pas. Et donc, ce que je remarque, c'est que les médias mensonges, la désinformation, ça aide les gouvernements des États-Unis ou les gouvernements occidentaux à conditionner l'opinion publique pour qu'elle accepte la guerre, qu'elle trouve que la guerre est nécessaire. Donc, je pense que les médias mensonges, en fait, tuent. Donc, comme je suis profondément opposé à la guerre, et que je veux que mes enfants, mes petits-enfants vivent dans un monde en paix, où il n'y aura pas toutes ces souffrances, toutes ces haines, toutes ces diabolisations, je pense qu'il faut combattre la guerre. Et le livre « Ukraine, la guerre des images », voilà, c'est un livre anti-guerre, anti-désinformation. Il y a eu, depuis 30 ans, très peu de journalistes qui ont essayé de s'opposer au récit occidental, au récit des États-Unis et de l'OTAN. Je me souviens de Jacques Merlino, qui était un rédacteur-chef adjoint de Antenne 2, une chaîne d'État française, et dans les années 90, il a publié un livre, « Yougoslavie, toutes les vérités ne sont pas bonnes, toutes les vérités yougoslaves ne sont pas bonnes à dire ». Il avait interviewé à New York un représentant d'une firme de public relations qui s'appelait Rudolphin, et c'était à propos de la Yougoslavie et des fameuses images de camps de concentration, d'extermination, où on comparait les Yougoslaves, les Serbes aux nazis. Et il a interviewé le directeur et il a dit « Vous avez publié ça, mais c'était des mensonges, c'était faux ». Et le bonhomme lui a répondu « Nous ne sommes pas payés pour faire la morale, nous sommes payés pour vendre un client ». Et Merlino a été mis au placard de sa télévision. Et donc, c'est un exemple, c'est un avertissement. Non, il y a pratiquement, dans le système des médias occidentaux, il n'y a pas de place pour un vrai débat. Parce que quand vous avez une guerre, vous avez forcément 2 ou 3 opinions, 2 ou 3 points de vue. Et donc, la manière logique de se faire son opinion, ça serait d'écouter tous les points de vue, et puis de juger, d'évaluer. Mais vous n'avez pas cette liberté en Occident, et le meilleur exemple, c'est Julian Assange. Julian Assange a fait un travail formidable de journaliste. Il a montré les mensonges de l'administration des États-Unis, d'Obama, de Clinton, tout ça, et il est en prison et en torture depuis plus de 10 ans pour ça. Donc Assange, c'est vraiment l'exemple qu'il n'y a pas de liberté d'expression réelle dans les médias occidentaux. Et beaucoup de journalistes souffrent de ça, mais ils sont économiquement tenus. Ce n'est pas les journalistes qui ont le pouvoir dans les médias occidentaux. Soit vous avez des milliardaires qui possèdent la presse française, là c'est très connu, il y a 8 ou 9 milliardaires qui possèdent pratiquement toute la presse écrite. Dans l'audiovisuel, c'est à peu près la même chose. Ou alors il y a une télévision qui est contrôlée très fort par l'Élysée, de laquelle des gens comme moi sont exclus. Dans le temps, il y avait encore quelques débats contradictoires, et maintenant, c'est totalement terminé. Donc, on n'a pas vraiment
la possibilité de vérifier les informations, de débattre et de montrer qu'il y a eu des médias mensonges. Comme j'ai analysé toutes ces guerres depuis une trentaine d'années, j'en ai tiré ce que j'ai appelé les principes de la propagande de guerre, c'est-à-dire, si vous êtes le président des États-Unis ou de la France ou d'un pays comme ça, vous ne pouvez pas dire la vérité, c'est-à-dire que c'est une guerre pour les intérêts économiques, pour les multinationales qui veulent contrôler les ressources, les richesses, les zones stratégiques. Vous ne pouvez pas parler de l'histoire, dire ce qui s'est passé avant dans cette région, qui explique les conflits, les divisions. Vous devez diaboliser l'adversaire en présentant des images, j'insiste, toujours des images pour émouvoir, pour faire pleurer, pour faire peur. Vous devez inverser l'agresseur et l'agressé. Dans le cas de l'Ukraine et du Donbass, on présente l'agression comme démarrant le 24 février 22 et on oublie soigneusement que depuis 8 ans, Kiev, le régime Zelensky et avant ça le régime Porochenko bombarde les civils du Donbass, qu'il y a des femmes et des enfants qui meurent, qu'il y a des monuments, des photos où on voit ça dans ce qu'on appelle l'allée des anges à Donetsk, etc. Donc ça, c'est l'inversion de l'agresseur et de l'agressé. Et le cinquième principe, c'est monopoliser, c'est-à-dire empêcher le débat, faire en sorte que le public n'ait accès qu'à une seule version. Je crois qu'on est vraiment dans une guerre de l'information caractérisée par ces 5 principes. Le livre s'adresse à toutes les personnes qui veulent la paix, qui veulent comprendre comment l'information a été manipulée. C'est fondamental que l'opinion publique cesse d'approuver des guerres des États-Unis contre en fait plein de pays, pas seulement dans le cas de l'Ukraine. Et je pense que l'éducation aux médias, l'éducation aux images, c'est quelque chose qui devrait se faire aux écoles dès le début. Parce que, aussi sur Internet, on trouve énormément de fake news, de déformations, de manipulations. Ça ne se fait pas dans les écoles, alors voilà, on essaie de compenser. Là, la propagande de guerre, c'est vieux. Pour ne pas remonter trop loin, on doit déjà signaler Edward Bernays, qui était un des créateurs de la publicité moderne commerciale aux États-Unis, qui a fait aussi de la propagande politique, qui a fait aussi la com pour des coups d'État des États-Unis en Équateur, où il renversait et assassinait des présidents qui résistaient au pillage des ressources par les multinationales. Donc, la propagande, oui, c'est vieux. Bien entendu, il y en a eu énormément après 40-45. Hollywood a joué un rôle énorme en tant qu'éditeur. J'ai publié un livre qui traite justement de la façon dont la CIA et le Pentagone ont influencé les scénarios et les dialogues dans énormément de films et de séries télévisées aux États-Unis. Donc, cette propagande de la guerre froide, elle reposait beaucoup sur le cinéma, qui peignait les bons États-Uniens, les mauvais Russes, les mauvais Chinois, presque tous ceux qui résistent aux États-Unis, se retrouvent dans le rôle du méchant dans les films et les séries des États-Unis. Et cette guerre culturelle joue un rôle très très important dans la fabrication de l'opinion publique. Il y avait une fabrication systématique de médias mensonges. Avant la guerre froide, on peut signaler que quand les États-Unis ont bombardé
Hiroshima et Nagasaki, ce qui était un crime de guerre épouvantable, c'était bombarder des civils pour les terroriser, pour les obliger à capituler. Mais le Japon avait déjà décidé de capituler, les États-Unis le savaient, et en fait, la bombe atomique, c'était pour intimider l'Union soviétique, donc c'est un total crime de guerre. Eh bien, dans un livre que j'ai publié qui s'appelle USA, les 100 pires citations, qui montre les citations des présidents, des ministres, des stratèges des États-Unis à toutes les époques depuis 1945. Vous avez une citation, je me souviens, de Truman, qui dit « Aujourd'hui, nous avons bombardé Nagasaki, c'était une base militaire ». Pas du tout, c'était une ville de civils, il n'y avait pas de base militaire là. Donc ça commence clairement. Quand ils ont intensifié, Lyndon Johnson a intensifié la guerre contre le Vietnam, il a dit le Vietnam a attaqué un de nos navires dans la baie du Tonkin. Total fake news. Donc vous voyez, c'est pas nouveau. À l'époque, c'était un peu plus amateur. Il y avait évidemment moins de télé et surtout pas de concurrence Internet. Et depuis, les fake news se sont perfectionnés, se sont professionnalisés, si j'ose dire. Vous avez des firmes qui fabriquent ça. Dans le cas de la guerre contre l'Irak, juste après la guerre froide, c'est la firme Hill & Knowlton qui a mis en scène une jeune fille disant « Voilà, j'étais infirmière, je travaillais à Kuwait City dans la maternité, j'ai vu les troupes irakiennes enlever des couveuses, laisser les bébés mourir par terre d'une mort atroce puisqu'ils étaient privés de leur couveuse et emmener les couveuses à Bagdad. » C'était total fake news et effectivement, c'était la fille de l'ambassadeur, elle n'était pas plus infirmière que moi, elle n'avait jamais été à Kuwait City, c'était un récit Hollywood fabriqué par une firme de relations publiques. Donc vous voyez, c'est une constante. Ce qu'il y a maintenant, c'est qu'après cette guerre du spectacle qui a été vraiment la guerre contre l'Irak, avec toute une mise en scène organisée par le Pentagone et Hollywood ensemble, on a eu un perfectionnement et on assiste à une amélioration chaque fois des fake news de la part des États-Unis. La phrase « tôt ou tard, la vérité éclate », je pense qu'il faut la nuancer. Je pense qu'il y a des médias mensonges, des fake news, qui ne seront jamais connus du grand public, seulement des spécialistes et des experts. Et donc, on peut répondre à cette phrase par la phrase de Joseph Goebbels, le ministre nazi de la propagande, qui disait « Mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose ». C'est-à-dire que même si vous devez démentir après, vous avez créé une impression. Et vous savez, cette question du démenti, elle pose la question de la relation entre l'émotion et la raison. Si vous faites un démenti, ok, par le cerveau, par le raisonnement, vous pouvez dire « Ah oui, cette information était fausse ». Mais ce qui est plus important dans la manipulation, c'est l'émotion. C'est-à-dire qu'on vous a montré des images, soi-disant de bébés massacrés, de femmes violées, de choses comme ça, de crimes de guerre. On vous a montré des images, donc on vous a pris dans les tripes, on vous a pris dans le ventre, on a fait appel à votre inconscient. Et donc là, on a créé l'image de l'ennemi, et ça, vous ne le rattrapez pas. Donc, à la limite, il s'en fiche que ce soit démenti un jour ou l'autre. L'important, c'est maintenant d'impressionner l'inconscient du public. La façon de trouver la vérité, bien entendu, nous aussi, on est influencé par la presse écrite ou la télévision qu'on voit. La façon de trouver la vérité, c'est d'abord d'aller chercher dans l'autre camp ce qu'on dit, c'est-à-dire de confronter les deux points de vue, les deux manières d'informer. Si vous êtes un juge,
et que vous devez juger un conflit entre deux personnes qui ont une contradiction, bien entendu, pour vous faire votre opinion, vous allez écouter A et vous allez écouter B. Vous allez réfléchir si ça tient, si on a parlé de tout, si c'est logique, s'il n'y a pas des contradictions. Vous allez analyser. Je pense qu'il faut faire de la même façon. Et pour notre part, avec Investigation et le collectif Test Média que nous avons mis en place, il y a une équipe de chercheurs qui m'aide. Qu'est-ce qu'on fait? On écoute ce qui est dit par la propagande des États-Unis, de la France, des pays comme ça, mais on écoute aussi, on lit ce qu'ils disent à d'autres endroits, dans des revues internes où, par exemple, ils discutent plus entre eux. Quelle est la stratégie? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, aux États-Unis, il y a des bureaux comme la Rand Corporation, comme Stratfor, qui publient des analyses, des prévisions, qui donnent des conseils à la Maison-Blanche, au Pentagone, etc., à la CIA. Et donc là, on trouve parfois des choses qui sont en totale contradiction avec ce qu'on a dit à la télévision pour le peuple. Donc déjà, rien qu'en regardant ce qui se dit aux États-Unis, vous pouvez, si vous cherchez bien, trouver des contradictions. Et bien entendu, on va aussi vérifier avec l'autre camp, avec ceux qui publient. On va vérifier avec les gens sur le terrain. On va faire appel à des experts, des analystes de l'image, parce que parfois il y a des trucages qui peuvent se voir, qui peuvent se comprendre, les ombres, les lumières, des choses comme ça. Donc oui, c'est un travail d'enquête, c'est délicat. Évidemment, on peut se tromper, on doit être très très prudent. Et parfois, il faut dire tout simplement, on ne sait pas. Il faudrait une enquête, il faudra attendre pour avoir vraiment la vérité. On peut dire qu'il y a des contradictions dans la version qu'on entend, mais ce n'est pas pour ça qu'on a nécessairement la vérité absolue. Je pense qu'il y a une leçon de modestie à avoir par rapport aux images, et il faut que les gens acquièrent ce réflexe de dire « je ne sais pas ». Dire « je ne sais pas », c'est pour moi le début de la sagesse. On a des présentateurs de journaux télévisés qui n'arrêtent pas de nous dire « il s'est passé ça, il s'est passé ça », et tout ça c'est comme des certitudes, il n'y a aucun doute. Et en réalité, les choses sont parfois plus compliquées, on ne peut pas savoir maintenant, il faut plus de temps, il faut des vérifications, il faudrait souvent une enquête internationale. Quand il y a un massacre, il faudrait des équipes avec des légistes, des gens en balistique, des gens comme ça, qui vérifient. On peut prendre des exemples dans le coup d'État de Maïdan, où on voit des images, on voit des corps, on est ému, on se dit « ah oui, c'est terrible », mais qui l'a fait? Il y a plusieurs possibilités. Et quand on voit dans l'affrontement de Maïdan qu'on nous dit « la police a tiré sur des manifestants », mais qu'on voit qu'en fait, il y a des morts dans la police et des morts chez les manifestants, et que tous les deux ne sont pas tirés par des balles à l'horizontale, mais qui viennent d'en haut, tous les deux, là, on peut commencer à réfléchir, il y avait peut-être des gens au 7e ou 8e étage qui ont tiré sur les deux parce qu'ils avaient besoin d'un massacre. C'est quelque chose qui a été fait à Caracas en 2002, lors du coup d'État contre Chavez. On a dit Chavez fait tirer sur la foule. Mais balistiquement, c'était impossible. Les gens, ils étaient à 1,5 km, et donc on a compris, et il y a eu des témoignages, que c'était venu du 7e étage et qu'on avait tiré sur les deux pour avoir une provocation, pour pouvoir justifier un coup d'État qui était préparé avant. Donc vous voyez, ce genre de choses, je pense que les télévisions et les écoles devraient organiser des commissions d'enquête, de vérification de l'info. On devrait apprendre aux gens qu'en matière de guerre, toute info doit être analysée avec beaucoup de précautions, et je le répéterai jamais assez, dire « je ne sais pas », pour moi, c'est déjà le premier bon pas. Ils ne vont pas dire « je ne sais pas », les médias occidentaux ne peuvent pas dire « je ne sais pas », parce que, en fait, ils ne sont pas dans l'information. Herman et Chomsky, dans un livre « Fabriquer un consentement », que, en tant qu'éditeur, j'ai publié en français, avait analysé justement que les médias n'étaient pas là pour informer le public de ce qui se passe et que le public puisse se faire son opinion, mais il disait le rôle des médias, c'est de faire approuver la politique du gouvernement. Et il montrait toute une série d'exemples. Donc, on est dans la propagande,
Et dans le livre Ukraine, la guerre des images, on a actualisé cette analyse de Herman et Chomsky, qui s'est vraiment vérifiée encore plus. Et nous avons montré qu'on a une firme, la plus puissante firme financière, BlackRock aux États-Unis et Vanguard, qui sont très présents dans les médias. Aux États-Unis, ils possèdent 10-15% de tous les grands médias écrits et télévision et radio des États-Unis. Ils sont aussi actionnaires des firmes d'armement. Ils sont aussi actionnaires des firmes qui sont en train de contrôler l'agrobusiness en Ukraine, qui est un pays très important pour la production agricole. Ils sont actionnaires des GAFAM, donc ils aident à sélectionner qu'est-ce que vous allez trouver sur Google et Facebook et qu'est-ce qui est bien caché. Et donc, on a en fait un pouvoir financier des grandes multinationales des États-Unis qui contrôlent vraiment l'information. Et donc, bien entendu qu'il y a des journalistes qui se rendent compte qu'ils n'ont pas le droit de parler de ceci ou de cela. De temps en temps, il y a même des journalistes qui sont licenciés. Mais ce n'est pas les journalistes qui ont pouvoir dans les médias, ce sont les propriétaires des médias qui sont effectivement des milliardaires qui décident quelle information, en tant que citoyen, vous aurez le droit d'avoir. Mais il y a clairement un sentiment de révolte parmi des journalistes. Il y en a qui ne sont pas conscients et qui ne se posent pas la question, mais il y en a qui se rendent bien compte. On le voit sur l'Ukraine, on le voit sur la Palestine. Il y a vraiment une révolte et un grand malaise. Vous avez eu, il y a au mois de novembre, début novembre, vous avez eu 750 journalistes dans les grandes agences de presse, Reuters, Associated Press, et dans les grands médias des États-Unis, qui ont protesté contre la ligne éditoriale suivie par leurs propres médias sur la Palestine, qui ont dit il faut parler du fait que les Israéliens tuent délibérément 50, 60 journalistes, pratiquement un par jour dans ce conflit, qui tuent les journalistes pour les empêcher de témoigner, et il faut employer les mots corrects pour définir ce qu'Israël fait, c'est-à-dire un nettoyage ethnique, un régime d'apartheid, des bombardements de terreur et la préparation d'un génocide. Et donc ça, c'est sans précédent. C'est une révolte de journalistes contre leur propre patron de médias. Et ça donne... Je ne pense pas que ce système va se réformer, se transformer. Je pense que la presse indépendante sur Internet reste la seule façon d'accéder à la vérité et de pouvoir contrer ce discours. Mais ça montre quand même un très très grand malaise, je dirais une crise morale à l'intérieur même des médias. Les médias mensonges sont effectivement en provenance des dirigeants politiques aux États-Unis et en Europe. Malheureusement, les dirigeants européens, Ursula von der Leyen, Charles Michel, Macron, le Premier ministre belge De Croo, répètent la version des États-Unis, que ce soit sur l'Ukraine ou que ce soit sur la Palestine, et en général, surtout d'ailleurs, aussi sur le Venezuela, sur le Yémen, sur la Chine, c'est systématiquement l'international, c'est le point de vue de Washington. La responsabilité ne vient donc pas des journalistes, ils copient ce que les autorités politiques leur disent. La question qui se pose, c'est pourquoi il n'y a pas un journaliste qui peut dire « Mais madame, vous mentez là. Là, vous dites quelque chose qui est complètement ridicule parce qu'on ne fait pas tourner des armes avec une puce d'une machine à laver. Un enfant de 8 ans peut comprendre que ça ne va pas marcher. » Donc, on est dans un système un peu de terreur intellectuelle. Le journaliste qui dirait « Mais madame, ça ne tient pas debout ce que vous dites », il perd sa place, il perd son job et il aura beaucoup de mal à retrouver un boulot ailleurs.
La guerre en Ukraine, c'est en réalité une guerre qui a été lancée il y a longtemps par les États-Unis, et c'est une guerre avec plusieurs couches, je dirais. Vous avez d'une part une guerre contre la population ukrainienne, surtout à l'Est, où on veut contrôler les richesses, on veut contrôler les industries, on veut contrôler la position stratégique. C'est au-delà une guerre contre la Russie, c'est-à-dire que l'OTAN et les États-Unis veulent placer leurs missiles aux portes de Moscou pour justement terroriser et dominer la Russie et continuer le pillage qu'ils avaient espéré faire après la chute de l'URSS. C'est aussi une guerre contre les États européens et particulièrement l'Allemagne. Parce que si vous regardez une carte géographique, vous voyez que l'Allemagne, elle a un partenaire naturel avec la Russie pour l'énergie, pour le marché, pour la main-d'œuvre peut-être, pour une coopération économique, et que c'est un point qui peut être mutuellement avantageux pour tout le monde. Donc, il y a des textes des États-Unis, et je les ai mis dans le livre « Ukraine, la guerre des images », où on dit noir sur blanc, nous, les États-Unis, nous devons affaiblir l'Allemagne, l'empêcher d'avoir son armée, l'empêcher de faire du commerce avec la Russie, et faire en sorte que l'Allemagne soit faible et dépendante des États-Unis. C'est dit noir sur blanc, et c'est jamais expliqué aux citoyens allemands et européens. Donc, on est là, et il n'y a pas que l'Allemagne, bien entendu, toute l'Europe est soumise à cette... C'est une véritable guerre économique des États-Unis contre l'Europe. D'ailleurs, le président Mitterrand l'avait déclaré dans une phrase qui est citée dans le bouquin. Et donc, ce qui est frappant, c'est que cette guerre en Ukraine est au fond une guerre pour savoir si les États-Unis vont rester les maîtres du monde, la superpuissance numéro 1, et vont continuer à avoir le droit de menacer toutes sortes de nations, toutes sortes de pays, en disant si vous ne faites pas ce que nous exigeons de vous, si vous ne nous donnez pas vos richesses, on va vous bombarder. C'est une guerre d'avertissement au monde entier. Donc je crois qu'il y a vraiment une responsabilité des citoyens européens de se rendre compte qu'il est temps de cesser de suivre les États-Unis dans cette politique folle, parce que les États-Unis sont une puissance en déclin. Leur économie, ils l'ont liquidée eux-mêmes par la délocalisation, par la suppression de l'industrie. Ils ont appauvri énormément les citoyens aux États-Unis. Il y a beaucoup de pauvreté, il y a beaucoup de problèmes dans les écoles, pour les soins de santé, beaucoup de gens dans la rue. Et donc, ils essayent de résoudre leurs problèmes sur le dos des autres pays dans le monde. Et je crois que les Européens ont vraiment une responsabilité de dire maintenant, ça suffit, c'est fini d'être le petit chien des États-Unis. Il est vrai qu'il y a des menaces de plus en plus fortes sur les journalistes qui essayent de faire leur travail de façon indépendante. Et ça dit beaucoup sur les pays européens qui se prétendent les champions de la liberté d'expression et de la démocratie. Tout le monde a le droit de parler. Il y a effectivement Assange qui est déjà en prison, il y a un journaliste britannique qui a été mis en prison également. Et actuellement, dans l'équipe d'investigation, nous avons une émission qui s'appelle Le Monde vu d'en bas, qui est présentée par Saïd Bouamama, qui est aussi un auteur de livres chez nous. C'est très populaire. Et Saïd Bouamama est actuellement poursuivi par la justice française pour apologie du terrorisme, c'est-à-dire qu'il a montré que les Palestiniens résistaient à une agression d'Israël, que la charte de l'ONU prévoit qu'un peuple occupé et agressé a le droit de se défendre par tous les moyens qu'il estime nécessaires, mais le pouvoir français est en train de diaboliser les voix critiques et de les menacer d'aller en prison. Alors je voudrais dire qu'à Investigation, moi-même, l'équipe qui
qui travaillent avec nous. Nous sommes très conscients de ça, mais nous avons décidé qu'on n'ira jamais se faire intimider, qu'on ne va jamais reculer, parce que la guerre doit absolument cesser. La guerre n'est possible que par le mensonge. Et le mensonge, ce sont des gens comme Macron, comme Darmanin, comme Dupond-Moretti, qui criminalisent ceux qui se battent pour la paix. Donc, il faut arrêter avec ça. Et si on m'arrête et qu'on me met en prison en France, je me défendrai en mettant au défi tous ces dirigeants politiques d'accepter un débat public. Parce qu'en réalité, vous savez, ils ont peur. Ils ont la trouille, pour employer un mot direct. Ils ne veulent pas le débat parce qu'ils savent que s'il y avait un débat, les gens diraient « Ah ben oui, c'est vrai, vous avez raconté des bêtises. » Donc non, nous n'allons jamais reculer. Pour voir qu'est-ce qui est le plus frappant dans les médias mensonges, c'est très très difficile parce que on en a épinglé bien une cinquantaine. Et il y a les gros, il y a les petits, ils ont tous une place pour fabriquer l'opinion publique. Bien entendu, l'affaire de Boutcha est le grand exemple de la désinformation. C'est une affaire complexe. On a mené une enquête. On voit que dans la version officielle, il y a une série de choses qui ne tiennent pas. C'est pas pour ça que je vais dire que j'ai la vérité totale sur tout ce qui s'est passé à Boutcha. Mais dans l'esprit des médias et des politiques occidentaux, Boutcha, ça doit être la preuve que vraiment on avait raison de pousser l'Ukraine à la guerre et de refuser de négocier. Mais vous avez aussi des mensonges qui peuvent paraître plus petits, mais en réalité qui jouent un rôle très très important. Il y en a un qui me frappe beaucoup, et d'ailleurs on a commencé le livre avec ça. Vous voyez, c'est dans le journal Métro, qui est diffusé dans tous les trains et les métros en Europe. Et on voit un papa en train d'embrasser sa fille en pleurant. Et la petite fille, avec la maman, va partir dans un train et va la quitter. En dessous de ces images, qui sont d'abord montrées sur le site Internet le premier jour de la guerre, le site de Métro, en dessous de ces images, on nous dit, voilà, Poutine a attaqué l'Ukraine, on ne sait pas pourquoi, et un papa dit adieu à sa fille sans savoir s'il va la revoir un jour, parce que, voilà, il va se battre contre les méchants Russes. On a fait une enquête, et en réalité, cette image ne date pas du 24 février, le premier jour de l'intervention russe en Ukraine. Cette image date du 21 février, 3 jours avant. Mais à ce moment-là, il n'y a pas d'intervention de l'armée russe en Ukraine. Donc il fait quoi, ce papa? En réalité, le 21 février, il défend sa ville, sa maison, contre l'armée de Kiev, l'armée de Zelensky, qui est en train de bombarder Donetsk et le Donbass. Ça n'avait jamais cessé, mais depuis 8-10 jours, c'est intensifié énormément, et donc il met sa famille à l'abri. Donc ce n'est pas quelqu'un qui se bat avec Zelensky contre les Russes, c'est quelqu'un qui se bat contre Zelensky. Et ça a été complètement caché à l'opinion. Quand la vérité éclate, Métro, bien sûr, ne va jamais rectifier. Et c'est ce que j'explique. On a installé dans l'inconscient du public, du spectateur, ce cliché, voilà, Poutine est un méchant qui fait souffrir les enfants. Et ça, on est dans les grands clichés de la diabolisation. J'ai fait le livre à partir de l'Ukraine, mais je l'ai conçu comme un livre d'éducation à l'image, d'éducation aux médias, se méfier, vérifier, être prudent. Et les événements survenus l'année suivante dans la Palestine le confirment. Je pourrais faire exactement le même livre sur les images de la Palestine.
Nous avons choisi de le faire en vidéo, dans une émission qui s'appelle Michel Midi, où parfois on publie ce qu'on appelle le média mensonge du jour. Je montre ce que disent les médias occidentaux et les fake news derrière. Dans le cas de la Palestine, on nous a dit le Hamas a décapité 40 bébés, invention totale, démenti tout de suite. On a violé des femmes, invention, il n'y a pas de thème. On a tué 1400 civils. En réalité, le Hamas lui-même et d'autres milices, parce que les autres milices palestiniennes ont rejoint dans le combat, ils n'étaient pas seuls, mais ils s'en sont pris à des objectifs militaires. Ils ont attaqué des casernes, ils ont attaqué des chars, des tanks. Ça a été, au point de vue militaire, une intervention brillante, rapide, efficace, et le pouvoir israélien et les médias occidentaux ne veulent pas dire que c'était essentiellement une opération militaire. Donc là, on est dans un fake news. On nous a raconté qu'ils avaient tiré délibérément sur les civils, qu'ils avaient même torturé. Et ce qu'on a vu dans la presse israélienne aussi, ce que nous avons publié, c'est qu'en réalité, une grande partie des victimes civiles, et peut-être de certains soldats aussi, ont été tués par l'armée israélienne elle-même. Parce que, après quelque temps, on a appris que les troupes israéliennes qui sont venues, alors que le Hamas avait des prisonniers, ils ont tiré dans le tas. Normalement, quand il y a une prise d'otages, de soldats ou d'autres, c'est des unités spécialisées qui interviennent pour essayer de récupérer les otages et de le faire habilement. Mais ici, comme il y avait énormément de prises en même temps, ils ont envoyé un peu n'importe qui, on a même attaqué avec des chars et on a bombardé sur des maisons. Et là se pose la question, même en Israël ça a été dit, qu'il y a une doctrine militaire qui s'appelle la doctrine Hannibal en Israël, qui dit s'il y a des otages, pour éviter d'avoir la pression et de devoir échanger contre des prisonniers palestiniens, on tire dans le tas et on tue tout le monde, comme ça il n'y a plus cette pression. Et ça, les médias occidentaux ne l'ont jamais dit. Donc vous voyez, on a toute une série de fake news et on nous avait aussi caché que l'objectif du Hamas était de libérer les milliers de prisonniers que Israël détient. Israël détient depuis des années, et pour beaucoup sans jugement, des hommes, des femmes et des enfants. Et ça, c'est une prise d'otage depuis longtemps. Et en fait, le Hamas, c'est une opération militaire pour dire, vous avez nos prisonniers, on en a aussi, on va les échanger. C'est ça le but. Et ça a été complètement caché. On nous a présenté les choses comme le Hamas, c'est des gens fous qui veulent tuer tout le monde, qui sont vraiment des barbares, etc. Mais c'est prendre les gens pour des imbéciles. Parce que si le but du Hamas est de récupérer les prisonniers palestiniens, ils vont évidemment pas tuer les soldats et les civils qui sont en leur possession. Ils vont les garder en sécurité et ils vont les amener pour les échanger. Donc on prend vraiment les gens pour des imbéciles en plus. Clairement, un journaliste, il est influencé par toutes sortes de choses, son éducation, son entourage, son expérience. Il est influencé par l'endroit où il est. Si vous vivez parmi un camp, vous allez forcément être imprégné des informations qu'il donne, de la sensibilité, par les témoignages que vous entendrez. Je pense qu'on doit faire deux choses. Un, confronter les différents points de vue, et ensuite, vérifier les informations et surtout, essayer de comprendre les causes du conflit. Parce qu'il y a à comprendre les faits, les opérations comme elles se déroulent maintenant. Mais le plus important, c'est de savoir pourquoi ce conflit a lieu, comment il a commencé, qui a commencé. Et donc, dans les médias occidentaux, on nous dit le Hamas attaque et Israël se défend, il défend sa population civile contre cette attaque. Mais ça, c'est faux. En réalité, c'est Israël qui attaque depuis très longtemps, depuis 1948. En 1948, on leur a donné
Les Européens ont donné à Israël un pays qui ne leur appartenait pas. Mais c'est ahurissant, ça, au point de vue du droit international. Donc, les Palestiniens ont été victimes, ils ont dû abandonner une partie de leur pays, leur maison, leur champ, pour le donner à des gens qui venaient d'ailleurs. Pourquoi? Ensuite, Israël ne s'est pas du tout contenté de ça, et dans le livre Israël et sans pire citation, qui vient d'être publié, on a montré que Israël a pris ce qui lui a été donné en 1948, mais avait tout le temps l'idée de conquérir de plus en plus de territoires et de finalement conquérir toute la Palestine et de chasser les Palestiniens. Quand vous comprenez ça, qui est dit par les dirigeants sionistes d'Israël eux-mêmes, j'insiste, ce n'est pas les Palestiniens qui parlent, c'est les dirigeants d'Israël. Quand vous comprenez ça, vous comprenez que c'est une guerre injuste du côté israélien et que les Palestiniens ont le droit de se défendre. Alors, quand un peuple se défend et qu'il est mis en prison et qu'il est torturé depuis des dizaines d'années, on le pousse au désespoir, bien sûr que certains combattants vont commettre des choses que vous pouvez dire, ça c'est un crime. Mais vous devez voir d'où ça vient, vous devez voir qui a provoqué cette situation, et vous devez voir surtout comment y mettre fin. Et pour ça, la seule façon d'y mettre fin, c'est de dire le colonialisme, c'est fini. Israël n'a pas le droit d'être là et de dire la Palestine, c'est à nous, vous vous dégagez. Ça, c'est inacceptable du point de vue du droit, du point de vue de la démocratie, du point de vue de la dignité humaine. C'est là le fond du problème qui doit être réglé. Et ça, les journalistes doivent aussi le dire. Parce qu'on peut décrire une partie des faits en disant, regardez, il y a là des civils israéliens qui sont bombardés, c'est terrible, il y a des victimes, oui, mais vous devez savoir qu'ils sont dans des terres qui ont été volées aux Palestiniens, où ils se protègent avec l'armée pour que les gens ne reviennent pas dans leur propre maison, et c'est ça l'injustice qui doit être corrigée. Le travail d'investigation, c'est effectivement énorme parce que quand vous travaillez sur les médias mensonges, vous devez tout vérifier, vous devez être certain, vous devez faire des enquêtes, des recherches, recouper. C'est beaucoup de boulot, effectivement, d'autant plus qu'Investigation, c'est un site d'information, c'est une maison d'édition de livres, c'est une chaîne vidéo sur YouTube, c'est un groupe de recherche sur les stratégies. Oui, c'est énormément de boulot. Et donc, on a un budget d'environ 40 000 € par mois. C'est essentiellement des salaires de journalistes, de chercheurs, d'éditeurs. Et nous sommes financés pour environ un tiers par les ventes de nos livres, que nous vendons nous-mêmes aussi, et par 2 tiers par les donateurs, c'est-à-dire des gens qui nous versent, selon leurs moyens, 5, 10, 20, parfois plus, euros par mois, pour nous aider à continuer la bataille de l'information. Donc, on ne pourrait pas survivre sans ça. Bien entendu, nous voulons absolument rester indépendants, c'est-à-dire pas d'argent d'un gouvernement, d'institutions, etc., etc. On est vraiment, on survit grâce au soutien des gens et à cette... vous savez, les gens se rendent compte que l'information, c'est quelque chose de vital. C'est pas quelque chose que vous avalez comme ça en mangeant vos spaghettis, la télé, vous avalez. Ça, il faut vraiment se rendre compte qu'avoir une bonne info, c'est vital pour faire ses choix. Et donc, c'est un travail, c'est une activité, ça demande du boulot et un peu d'argent, effectivement, pour la financer. Je pense qu'on devrait, bien entendu, l'information, ça devrait être un service public. Si nous avions un État qui vraiment prenait soin de ses citoyens. Il y aurait des cours là-dessus, il y aurait des groupes de recherche sur la désinformation. Et alors, nous, on ne devrait pas exister, parce qu'il y aurait une information qui serait bien faite comme service public. Malheureusement, nos États sont sous le contrôle de la finance, de l'argent, des multinationales, et donc l'État ne fait pas son travail. Donc on est obligé d'avoir des petits groupes comme nous, qui ont très très peu de moyens, et qui font l'information
avec ses petits moyens. Mais il y a quelque chose qui nous aide à tenir, c'est justement le soutien des gens. Vous ne pouvez pas imaginer la satisfaction qu'on a quand vous rencontrez quelqu'un, moi c'est parfois dans la rue, dans le tram, tout ça, des gens qui disent « Ah, merci pour ce que vous faites, grâce à vous j'ai compris qu'on était manipulé et maintenant je ne me fais pas avoir ». Ça, c'est le plus beau salaire du monde pour un journaliste.